Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien. C'est Point de Vue, bien sûr, car c'est l'heure. Et je vous propose de découvrir en images tout de suite le sommaire de cette émission. Nous allons revenir sur les troubles dans les universités. 4 universités françaises sont totalement bloquées, 12 partiellement hors d'état de fonctionner. Est-ce que la chienlit, ça suffit? Est-ce qu'il faut intervenir ou est-ce qu'il faut laisser s'exprimer la démocratie directe? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi du sujet difficile de l'euthanasie. Cette semaine, des médecins du CHU de Reims ont décidé d'arrêter le traitement de Vincent Lambert. Et le même jour, les évêques français, par l'intermédiaire de leur président, interpellaient le président de la République sur ce sujet de l'euthanasie. Nous allons aussi parler d'un ancien président de la République, François Hollande. François Hollande était à la télévision pour promouvoir son dernier livre, Les leçons du pouvoir. Et on se demande s'il n'a pas quand même très envie de revenir, à en juger par son discours. Alors au secours, Hollande revient, nous en parlerons. Et puis pour terminer, on parlera de l'actuel président de la République qui se prépare une fin de semaine extrêmement médiatique avec des interventions télévisées comme s'il en pleuvait. Macron en fait-il trop? Vous nous donnerez votre point de vue. Bienvenue aux 4 invités qui ont accepté de participer à cette émission. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur. Vous êtes aussi l'animatrice de l'Esprit de l'escalier sur Radio RCJ avec Alain Finkielkraut chaque week-end. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, des Rien pensants. C'est aux éditions du Cerf. Bonsoir Denis Tillinac. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, essayiste. Votre dernier livre est paru cette année. C'est un roman presque autobiographique. Il est chez Albin Michel et ça s'appelle Caractériel. Bonsoir Édouard Tétrault. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes essayiste, consultant, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Mediafin. Et votre dernier livre, Au-delà du mur de l'argent, a été publié chez Stock. Et Christian Macarian est là aussi. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express, bien sûr. L'Express qui, cette semaine, publie en couverture un sujet sur Luc Besson. Luc Besson, c'est l'homme de Taxi, naturellement, dont le dernier opus, c'est le 5e, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne suis pas sûr à 100%, sort dans les salles. Moi j'ai entendu, c'est le 5. C'est le 5, dit Elisabeth Lévy, qui ne rate le aucun plus cher, chef-d'œuvre. j'ai entendu, j'ai déjà entendu plein de aucun trucs chef-d'œuvre dessus. du Voilà. cinéma français. On commence par parler des universités. Oui. Donc je le disais, si vous êtes en fac à Tolbiac, à Saint-Denis, au Mirail, à Toulouse ou à Montpellier, ben, vous pouvez être devant Internet puisque votre université est fermée. Est-ce que tout ça peut durer? Est-ce que c'est anormal? Écoutez ce qu'en disait cette semaine Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, pardon. Elle était à l'Assemblée nationale. À Tolbiac, ce qui s'exprime aujourd'hui, ce n'est pas une mobilisation étudiante, c'est un petit groupe radical qui profite du moment pour se donner une tribune. C'est la réalité, car à Tolbiac, en ce moment, mesdames et messieurs les députés, nous assistons à un retour d'une certaine extrême gauche et d'une certaine extrême droite qui cherchent à en découdre. Et alors, si vous étiez devant votre écran pour regarder Point de Vue lundi, donc il y a 2 jours, vous vous souvenez sans doute qu'il y avait parmi nos invités Thomas Guénolé, qui est l'un des intellectuels de la France insoumise. Eh bien, figurez-vous que Thomas Guénolé, dès que l'émission a été finie, il s'est précipité à Tolbiac, et voilà ce qu'il y a dit. Quand une mobilisation est faite au niveau de blocage de fac, et que finalement il n'y a pas de négociation, la position reste dure, etc., c'est qu'on n'a pas bloqué assez longtemps. Celui qui lâche, en réalité, quel que soit le conflit social, c'est pour l'air bien, celui qui lâche, celui qui perd, c'est celui qui lâche en premier. En termes de représailles, on ne peut pas faire renouveler une probe entière, c'est impossible. Ni même une part substantielle d'une probe, c'est pas possible non plus. Alors, les étudiants présents n'avaient pas l'air d'être en première année. Hein. Non, mais... Christian Macarian, en fait, c'est l'extrême gauche qui pilote ou qui manipule tout ce mouvement de blocage des universités? C'est évident. Avec tout de même une variante considérable par rapport à l'extrême gauche classique, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas d'ancienneté, ni idéologique, ni de soubassement, ni d'aboutissement de la lutte. Ce qui les intéresse dans la lutte, c'est la lutte. Et on vient de l'entendre, c'est le conflit, le rapport de force
qui intéresse cette génération-là, et c'est totalement déconnecté de l'avenir de l'université. Dans la déclaration que vous venez de nous faire entendre, il n'est pas question d'université, d'enseignement, d'avenir, de futur, de rien de tout ça. Mais franchement, tenez bon, et comme ça, vous aurez votre année. Mais oui, mais voilà. En gros, c'est tout ce qu'il leur dit. Voilà, c'est Christian Terbier. Pardon. Ce qui me frappe, et qu'on fasse surtout pas, parce qu'on est en phase d'anniversaire, le rapprochement avec 1968, parce qu'en 1968, la France était en croissance, là, elle est plutôt très mal. La France était dynamique et elle avait une forte croissance démographique et encore beaucoup de capacités d'avenir. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, ce qui me frappe, c'est que ça ne conduit nulle part, ça ne propose rien. Et c'est un appauvrissement complet à la fois de la fonction étudiante et de l'enseignement. Je trouve que c'est absolument désastreux et de mon point de vue, ça devrait être strictement interdit. Édouard Tétrault, si vous étiez ministre de l'Intérieur, vous enverriez la police pour dégager les universités bloquées? Alors, dans ces moments-là, il faut citer Mirabeau. Les hommes sont comme des pommes, ils pourrissent quand on les entasse. J'abonde dans ce que vient de dire Christian. On n'est pas du tout en 68. Non seulement 50 ans sont passés, mais aujourd'hui, on a 2 millions de NEETs. Pardon pour l'anglais, mais c'est Neither in Education, Employment or Training. C'est-à-dire nous avons 2 millions de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de diplôme, pas de job et pas de formation, pas de projet de vie. Ce qui se passe en ce moment, vous savez que aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter. En France, par manque de formation, il manque, c'est pas très poétique ni lyrique, mais nous manquons de soudeurs, nous manquons de tourneurs-fraiseurs, et nous avons non seulement des métiers, mais des emplois qui sont en train à nouveau de franchir le Rhin. Là, on est loin de l'université, si, justement. Parce que c'est plutôt les universités en sciences humaines qui sont bloquées. On est au cœur du sujet. C'est que nous payons 50 ans après 68 les déficiences d'une éducation nationale, d'un système universitaire qui n'ont pas réussi à produire des capacités d'apprentissage et offrir un avenir à une jeunesse. Aujourd'hui, nous avons une extrême gauche radicalisée qui essaie de récupérer cette absence de perspective, alors que évidemment l'avenir est beaucoup plus concret et simple que cela. Malheureusement, il ne se gère pas dans des amphis surbondés de sociologie, de sciences humaines. Il faut qu'on réussisse à retrouver des moyens de rendre employable cette jeunesse. Et on peut parler de l'extrême gauche, extrême droite, tentative de manipulation, mais la réalité, elle est là. Parce que, alors, Elisabeth Lévy, je vous passe la parole. Vous savez que le propre de cette émission, c'est qu'il n'y a pas que les invités qui s'expriment, il y a aussi les internautes, bien sûr. Il y a Benjamin qui nous dit, bien entendu, il faut les virer. Quel intérêt ont-ils à empêcher les autres étudiants qui veulent étudier tranquillement? Julien qui nous dit ces blocages sont synonymes de conflit. Pour faire du conflit, trop c'est trop dans ce pays. Et la question Twitter du moment, faut-il déloger les étudiants bloqueurs? Eh bien, pour l'instant, vous êtes 74% à considérer que oui, ils doivent être délogés. Est-ce aussi votre avis, Elisabeth Lévy, ou est-ce que votre âme d'étudiante éternelle... Non. Je dois dire d'ailleurs le contraste avec les zadistes qui au moins mettent, pour ceux d'entre eux qui sont vraiment sur la ZAD, mettent au moins en œuvre un projet, si vous voulez. Le contraste avec les zadistes est frappant. Je souscris à tout ce qui a été dit, à une nuance près. C'est des enfants de leur époque qui savent faire des trucs pour YouTube. Le coup de la conférence de presse avec le chien, c'est le genre de truc qui fait un malheur sur YouTube. Voilà, on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que ce sont des étudiants de Tolbiac, masqués d'ailleurs, qui font une conférence de presse improvisée avec un chien assis au milieu d'eux. Alors maintenant, soyons sérieux. Il y a, dans les facs de lettres et de sciences humaines, exclusivement, il n'y a pas une seule autre fac où il y a des problèmes. Il y a, si vous voulez, une ultra-minorité de bloqueurs. Alors, il y a un arrière-fond politique, on verra si ça vous intéresse, on peut en parler, mais je ne sais pas si c'est le sujet. Il y a effectivement la bagarre, Hamon qui essaye de mettre... Enfin bon, tout ça, essaye de mettre le contrôle sur des groupuscules. Vous verrez, on en parlera dans le prochain causeur. Et il y a notamment à Tolbiac, c'est un tout petit groupe, et il y a le fils, semble-t-il, d'un éminent socialiste qui est à la manœuvre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie la police pour dégager? D'abord, on envoie la police. Mais la deuxième chose, je voudrais aussi parler de la complaisance d'un certain nombre de profs, j'allais dire proviseurs, du courage du des présidents, parce que moi j'ai des gens qui sont allés dans Tolbiac, qui ont des airs d'étudiants, et ils disent, ils disent les apparaîteurs passent pour vérifier qu'il n'y a pas d'incendie. En réalité, il suffirait, on les délogerait en rien de temps. Donc c'est improbable, mais le pire de tout,
Le pire de tout, si vous voulez, c'est qu'ils se battent contre une réforme que le gouvernement n'a pas le courage de faire. Si vous voulez, s'il faut faire des études supérieures pour leur expliquer qu'il n'y a pas dans le monde une seule formation universitaire non sélective qui ait une quelconque valeur, si vous voulez, si vraiment... Ils sont consternants. Ils sont consternants sur le fond, comme l'a dit Christian. Ils sont consternants sur leurs revendications anti-méritocratiques du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils détestent? La méritocratie. Mais bon, je suppose que c'est malheureux. Il y a pas. Je suppose que Denis ne va pas être leur avocat. Alors je ne veux pas en rajouter. Mais quand on voit la fille de l'UNEF, la vice-présidente de l'UNEF, si vous voulez, qui fait des études de genre. Voilà, non, parce que c'est ça. Et là-dessus, vous avez en plus, dans certaines facs, si vous voulez, tout ça est sur fond de sauce post-colonial studies, indigène de la République, racisme d'État, et tout ce fourbi qu'on paye avec nos impôts. Ça suffit. Alors, Denis Tillina, qu'est-ce que vous allez défendre ces malheureux étudiants qui finalement font la révolution à leur échelle, peut-être? Je souscris à tout ce qui vient dit avec le recul de quelqu'un, moi en l'occurrence, qui avait 20 ans, mais 68, et qui se souvient quand même que ça a démarré avec pas grand-chose. Hein, quelques mecs de Nanterre qui voulaient aller sauter des filles à la cité universitaire de Gentilly. On disait c'est interdit. Ils devaient être assez cons pour pas savoir faire le mur pour retrouver une minette, ce qu'on savait tous faire à 15 ans. Bon, et je vous rappelle que quelques maladresses des pouvoirs publics, le 2, le 3 et le 4 mai, ont fait qu'on a assisté à des événements. Donc, quand on dit, il faut aller envoyer les flics à les virer, attention quand même. Hein. Bien sûr que c'est d'infime minorité, bien sûr que c'est fac de lettres. Bon, mais pourquoi on laisse accéder à lettres psycho, sociaux, disciplines qui ne signifient rien, qui ne débouchent sur rien? On le sait depuis 50 ans, depuis que des masses des gens ont leur bac comme ça. 50 ans de réforme de l'école. Voilà, en fait, ils ont peur de la sélection, c'est ça le fond de l'histoire. Même pas, je crois même pas. Il y a un malaise, ils sont pas bien. Ils savent qu'ils sont les sacrifiés d'une société qui n'ose pas trop leur dire qu'ils n'ont pas forcément leur place, parce que c'est pas évident que c'est une société aussi dure, aussi métallique, aussi high-tech, et place pour tout le monde. Déjà, on leur a pas appris à lire. Si vous voulez, effectivement, je veux dire, mais enfin, c'est quand même. Je pense que ce serait une erreur de les culpabiliser. Effectivement, nous avons un sujet en tant que génération de leurs parents ou leurs grands-parents d'avoir laissé se déployer un système où vous vous retrouvez avec, allez, combien 100, 150, 200 000 jeunes avec des diplômes généralistes tout à fait intéressants en sciences humaines, mais totalement inemployables. Nous n'avons pas eu le courage de réformer, de réorienter l'éducation nationale vers l'apprentissage, comme je ne vais pas citer l'Allemagne à chaque fois, mais c'est une réalité. La Suisse. Ils sont en train de payer nos lâchetés. Donc là où je rejoins Denis Tillina, je dis attention, nous avons une part là-dessus. De la même façon, on ne va pas mélanger le sujet, mais de la même façon, vous savez, sur la CSG, sur les retraites, il y a une statistique, je vais faire un peu monsieur chiffre, les jeunes de moins de 34 ans, en fait, ils sont 20% à être en dessous du seuil de pauvreté en France aujourd'hui. Les retraités, ils sont à 94% au-dessus du seuil de pauvreté. Donc attention à la gestion de ce mouvement, effectivement, qui est en train d'être récupéré et politisé. Je suis d'accord avec Denis, si on réagit mal... Édouard, je suis d'accord avec vous, mais ces jeunes-là ne sont pas ceux-là. J'ai entendu un professeur de faculté me dire qu'à la faculté d'Amiens, quand il avait demandé un professeur très connu et extrêmement estimable, me dire que les étudiants étaient venus en disant « Monsieur, vous nous avez demandé d'acheter des polycopiers, nous ne pouvons pas parce que ou bien c'est le sandwich, ou bien c'est les polycopiers. » Et si, ce sont des cas qui existent, Denis, je vous assure. Ça existe. Mais là, en l'occurrence, il ne parle pas de la fac, il ne parle pas de l'avenir des études, il parle d'une lutte politique. Donc c'est quelque chose... Moi je voudrais quand même répondre à quelque chose que vous avez dit, parce que c'est important aussi, la recherche, les sciences humaines c'est important. Or, la réalité, si vous voulez, c'est que dans la foulée de 40 ans de réformes idiotes de l'école pour plus d'égalité et qui ont toujours fait en réalité plus de médiocrité et dont je ne me sens pas responsable, je suis désolé, je veux dire, mais il y a comment dire, vous avez dit ce sont des bons diplômes en sciences sociales, mais c'est faux. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, je crois que vous avez dit c'est peut-être des très belles études. Pardon. Mais alors je voudrais, non mais c'est pas le reste de ce que vous avez dit me semble très important sur le fait qu'on n'a pas besoin de 100% de diplômés d'université dans une génération. Mais en plus, si vous voulez, ça signifie
que pour les enfants de milieux modestes qui doivent attendre 3 ou 4 ans à l'université avant de commencer à acquérir de réelles connaissances, puisque la première et la deuxième année sont considérées comme du gardiennage pour des jeunes dont qu'il ne faut pas exonérer de leurs responsabilités. Car quand même, nous ne sommes pas dans une société, peut-être qu'il y en a qui doivent choisir, c'est vrai, c'est dur, mais nous ne sommes pas non plus dans une société où on ne peut rien faire quand on se donne du mal. C'est pas vrai. Il ne faut pas donner cette idée. Il y a plein de gamins des milieux populaires dans des écoles extrêmement sélectives. Je veux dire, ça veut dire aussi, c'est vrai que c'est dur, mais il faut arrêter, si vous voulez, de dire c'est de notre faute, c'est de la faute de la société. Moi, je vois aussi, si vous voulez, des gens qui se donnent pas l'effort qui ne font pas l'effort. On a dit à la fille de l'UNEF sur un plateau, quand même, votre orthographe. Et elle me regarde, elle dit, notre orthographe, c'est pas le problème. Ah bon, bah si. Si, ils sont aussi un peu, je veux dire, c'est... Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce que dit Elisabeth. Je dis simplement, je mets en garde sur le fait que, à partir d'ultra-minorités et d'extrême gauche, bon, et comme d'habitude, comme un société, ils inventeront une extrême droite pratiquement inexistante parce qu'il faut bien, dans une démonologie, avoir un diable ou faire semblant d'avoir un diable, qui n'existe pas. Mais on est dans une société, pour la première fois depuis très longtemps, les écarts de revenus, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus riches. Tout ça peut s'enclencher sur une lutte des classes dont je perçois les prémices tant sur le plan national que sur le plan mondial. Alors attention quand même, envoyez les flics, on sait jamais. Marcel Gauchet m'a dit un truc intéressant, il m'a dit c'est un état de... Le gauchisme, cette espèce de fond de sauce, il dit ce qui est quand même sidérant, c'est que c'est vrai dans le monde entier, dans les facs. Bien sûr. Donc, un dernier mot là-dessus, Christian, très vite. Si vous avez envie de vous exprimer, mais sinon... On a d'autres sujets en magasin. Je dis qu'un pays dans lequel les étudiants, il n'y a pas si longtemps, faisaient des grèves pour la retraite et pour protester contre la réforme de la retraite, est un pays qui, d'une part, je le reconnais, ne traite pas bien sa jeunesse, et qui, d'autre part, est en train de marcher sur la tête. Donc il faut que, de part et d'autre, on fasse un effort. Cette question de l'université, on le sait très bien, c'est le motif de 68, encore une fois, dont on fête l'anniversaire cette année. Eh bien, cette université est le corps malade de la jeunesse française. Il faut absolument la mettre sur le chemin de la sélection d'une façon qui soit acceptable et acceptée par les jeunes. Et je crois que c'est un énorme chantier. D'autant plus qui commence par le secondaire et puis qui commence en fac par le primaire. Exactement. C'est déjà vrai dans la moitié des universités. Et quand on parle de réforme du bac et qu'on parle de supprimer le bac, il faut le lier. Toute réforme du bac doit être liée à un mécanisme de sélection. Je n'ai pas dit une sélection brutale avec une note obtenue. Méritocratique. Mais il peut y avoir des examens, par exemple. Il peut y avoir des choses très simples qui restaurent quand même le rôle de l'université. Un jeune a le droit d'avoir un titre diplômant qui soit pour lui valorisant et non pas dévalorisant. Christian Macarian, le dernier mot, comme toujours, revient aux internautes, à Jonathan, qui nous dit sur Facebook, le blocage est un moyen de se faire entendre à court terme, mais là, il bloque ceux qui veulent étudier, ce n'est pas normal. One Shout sur le Figaro.fr qui nous dit c'est toujours pareil, une minorité qui embête une majorité, on leur donne le bac et à la fac, beaucoup ne passent pas la première année ou se réorientent. Et enfin, Patriote 94, toujours sur le Figaro.fr, les mauvais étudiants veulent empêcher les bons de bosser. Passons à un autre sujet. Peut-être vous souvenez-vous que lundi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, était venu rencontrer les évêques de France et notamment leur président, Monseigneur Pontier, qui est l'archevêque de Marseille. Celui-ci s'est exprimé notamment sur le sujet douloureux de l'euthanasie. Écoutez-le. Peut-on qualifier de dernier soin l'acte de donner la mort? Nous avons déjà des lois récentes sur d'autres sujets essentiels pour la société qui n'ont pas eu le temps de porter leurs fruits. Et voilà que certains souhaiteraient qu'on légifère encore. Alors, deux sujets d'actualité viennent encore renforcer le propos de Monseigneur Pontier. D'abord, les médecins du CHU de Reims, qui donc lundi dernier ont décidé d'arrêter le traitement de Vincent Lambert. Vincent Lambert, vous vous souvenez, c'est cet homme qui est hospitalisé depuis un très grave accident de voiture en 2008 et dont une partie de la famille souhaite qu'on arrête le traitement, ce qui reviendra à le faire mourir, alors qu'une autre partie, notamment sa mère, qui s'exprime dans le Figaro Vox aujourd'hui, souhaite qu'on continue à
l'alimenter. Et puis le Conseil économique, social et environnemental a voté un avis dans lequel il souhaite qu'on aille plus loin dans l'euthanasie, et notamment que pour des malades en fin de vie, ou bien parce qu'ils ont laissé une forme de testament, ou bien à la demande d'un tiers, d'une personne de confiance, que ces gens puissent recevoir une médication expressément létale, ce qui est probablement un mot, une périphrase pour dire un poison mortel, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas quelque chose qui revient à la mort. Il s'agit d'une sédation. Et voilà, une sédation, absolument. Et on notera que les représentants de l'Église catholique au Conseil économique et social, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière catholique, le MRJC, le mouvement rural des jeunes chrétiens, et les scouts et guides de France se sont abstenus. Donc apparemment, ils ne voyaient pas d'inconvénient à cet avis. Denis Tignac, c'est un sujet difficile, mais on a intitulé cette partie du débat « Où s'arrêtera-t-on ?» C'est-à-dire que est-ce qu'il faut, à votre avis, faire une pause pour autoriser toujours plus ou bien continuer ? Il ne faut surtout pas légiférer. Il y a la loi Leonetti, ça suffit amplement. Dans le cas de Vincent, bon, les familles ne sont pas d'accord. C'est des cas limites. Dans la plupart des cas, la question d'une fin de vie qui peut être abrégée de 8 jours, de 15 jours, avec une dose légèrement supérieure de morphine, est abordée en conscience entre les familles et les médecins. Ça se passe très bien. Dans les cas limites, comme celui, par exemple, du footballeur international Jean-Pierre Adams, dans un coma profond depuis, je crois, le début des années 2000, mais dont l'épouse s'occupe, et elle dit que malgré tout, d'un clignement d'œil, il la reconnaît, il est heureux, elle s'occupe, je suis solidaire d'elle, comme je suis solidaire de la mère de ce garçon de Vincent Lambert. Il ne faut pas légiférer, un médecin est fait pour soigner, attenter à la vie de quelqu'un, ça s'appelle un assassinat, ça c'est dans le code pénal, donc je suis hostile à toute ce qu'on appelle comme avancée, comme on dit d'ailleurs, c'est du gibier, quand il commence une avancée morale comme ça, non, il ne faut pas. Édouard Tétrault, votre point de vue là-dessus ? Alors j'espère avoir quelques, je ne sais pas si ce sont des bonnes nouvelles, on ne va pas présumer de ce que décidera l'exécutif et aussi l'Assemblée. Simplement deux, trois choses. D'abord, on peut raisonnablement penser qu'une bonne partie de l'exécutif tient pour nul et non avenu l'avis de ce que le général de Gaulle a appelé l'Assemblée des producteurs, qui est le Conseil économique et social devenu environnemental. Donc, que l'Assemblée des producteurs, syndicalistes, etc., donne un avis sur la fin de vie, c'est intéressant à titre anecdotique et baroque. Un peu anecdotique mais quand on connaît la faible représentativité. C'est un nom assez mal choisi, l'Assemblée des producteurs. Ils ne produisent rien. Oui, rappelez quand même que Édouard Tétrault va terminer son propos. Attendez, cet organisme est fait pour caser. Donc, l'avis du... Alors voilà, mais par clientélisme. Alors, écoutez, Édouard Tétrault, je vous dis, c'est intéressant. D'abord parce que tout ce qu'il est intéressant. Ensuite parce que quand il nous parle de ce que pourrait faire l'exécutif, on peut dire, Édouard Tétrault, que voilà, vous êtes écouté par l'exécutif de ce pays. Voilà, que ce que vous dites, on va dire, n'est pas complètement le fait du hasard. On vous écoute. D'abord, juste un point là-dessus. Enfin, si on commence à dire qu'on est écouté c'est la façon la plus sûre que les oreilles se referment. Donc, alors souhaitons que vous soyez écoutés et on vous laisse parler. Et simplement, j'étais au Bernardin le soir du discours du président et il a dit une chose très claire. Moi, c'est très intéressant les avis du Comité national d'éthique, mais ça ne me suffit pas pour les sujets bioéthiques. Donc là aussi, le Comité national d'éthique peut produire tout ce qu'il veut. L'exécutif et le législatif attendent autre chose. Ce que je vois, c'est que la dynamique que le pouvoir essaie d'enclencher, c'est on va pas, de la même façon qu'on ne va pas essayer de relever un pays en lui couvrant la tête de cendre par une espèce de culture de la repentance, de tout ce qu'on a fait mal, on ne va pas relever les générations actuelles, on ne va pas leur redonner une dynamique de vie, d'envie, de désir en disant c'est chouette, vous allez pouvoir vraiment mourir de la façon la plus facile et la plus automatique qui soit. Je crois que les débats vont être portés ailleurs. J'observe avec un certain optimisme le fait que dans le programme d'En Marche, le sujet est abordé de façon très distante. Dans les débats actuels, à part des initiatives, elles ne sont pas baroques, mais elles sont très minoritaires et très segmentantes. Je parle du docteur Touraine pour chouette vive l'euthanasie. Je pense qu'il y a des raisons
assez probable pour qu'on réussisse à euthanasier le débat sur l'euthanasie et à ce que l'on garde effectivement une loi qui n'a pas encore porté tous ses fruits, comme le disait Monseigneur Pontier et comme l'a dit l'archevêque. Et de Létilina, qui est un prélat d'honneur, de point de vue et de l'Église catholique. Débrancher les grands-mères comme ça. Se rapprocher d'un héritage, c'est trop dangereux. Faut pas jouer à ça. Denis nous dit il ne faut pas débrancher les grands-mères pour se rapprocher d'un héritage. Je laisse l'avis de nos internautes. Le droitiste qui nous dit sur le Figaro.fr, c'est la question entre la vérité et la morale. C'est très intime, c'est très juste. Iso qui nous dit notamment chacun devrait pouvoir faire ce choix, c'est ça la liberté. Feva sur Twitter, personne d'autre n'a à décider sur notre propre corps, ce n'est pas aux autres de décider. Et JLR sur le Figaro.fr, le problème de l'euthanasie, c'est que ce n'est pas la personne concernée qui décide. Et puis sur Twitter, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle loi ? Eh bien, vous êtes 80% à dire que oui. Alors, c'est intéressant, sauf qu'il faut quand même dire qu'on ne précisait pas dans la question en quoi pourrait constituer cette loi, ce qui est une limite à cette. En fait, voilà, c'est une loi sur l'euthanasie. Christian Macarian, quel est votre point de vue sur ce sujet ? D'abord, il y a une évolution des sociétés qui est fondée sur l'allongement de la durée de la vie humaine, ce qui est une grande et bonne nouvelle que le genre humain souhaite depuis l'origine des temps. Donc, ne transformons pas une bonne nouvelle en catastrophe. Les êtres humains, majoritairement, vivent plus longtemps en meilleure santé et ils gardent leurs dents, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'omettre, cette réalité. Que dans l'allongement de la durée de vie, il y ait des cas de ce type-là, c'est-à-dire où les gens perdent la plupart de leurs facultés, non seulement motrices, mais aussi mentales, et qu'ils ne meurent pas pour autant, que la science soit en état de prolonger tout cela, nous le savons, c'est un problème. Il y a donc, de mon point de vue, un principe à respecter, c'est celui de l'individu quand il s'exprime. Or, un individu qui a un accident, une crise cardiaque, et qui est incapacité, ou un AVC surtout, qui est incapacité à cause de ça, ensuite, ne peut pas prévoir les choses. Mais je sais que moi, personnellement, c'est une conversation que j'ai eue avec mes parents en leur demandant quelle est votre volonté si. Je crois que déjà, il y a une évolution mentale qui doit se produire avant de passer au stade de la loi et d'incriminer les pouvoirs publics et d'incriminer telle partie de la société contre telle autre. Il faut que les êtres humains restent des êtres humains. Papa, si jamais cela arrivait, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi, avec tout l'amour que tu m'as donné et toute la piété filiale que j'ai pour toi? Que devrais-je faire? Ça peut être un cauchemar pour moi. S'il te plaît, libère-moi de ça. Veux-tu que je fasse ceci ou cela? Qu'on aille jusqu'au bout du processus vital ou que, etc. Il m'a donné sa réponse que je n'ai pas à évoquer ici en public. Mais vous voyez, donc la première chose, c'est déjà... mais la réponse, elle est circonstancielle. Il aurait pu vous en donner une autre dans un autre état psychologique 8 jours plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard. L'homme n'est pas d'un bloc, on ne pense pas... Et moi, j'ai connu des gens qui voulaient absolument se suicider. 1 an après, ils ne voulaient plus du tout. Mais je vous prenais des cas extrêmes. A priori, les cas suicidaires sont une minorité dans la société. Dieu merci, une infime minorité. Pas dans les EHPAD. Écoutez, sous forme de gens qui auraient pu prendre les médicaments. Avant l'EHPAD, au moment où la vie est belle, il faut penser... Non, mais là, il y a une éducation à faire, et l'éducation, elle est morale, elle n'est pas seulement en termes de connaissances techniques, n'est-ce pas? On a tous les instruments aujourd'hui d'une éducation meilleure, avec Internet, avec des tas de choses. Il faut utiliser la modernité pour résoudre les problèmes de morale de ce type-là, ou en tout cas les alléger. C'est la première chose que je dirais. Il faut donc inciter, mais ce n'est jamais dit, inciter les parents à parler avec leurs enfants, les enfants à poser la question avec leurs parents. La loi des familles. La loi des familles, exactement. Ensuite, et deuxième point, il faut que, à mon avis, il y ait un principe de liberté. Vous n'irez pas contre, parce que toutes les sociétés vont dans ce sens-là, que ce soit sur la procréation ou sur la fin de vie. Il y a un principe de liberté. Il faut que les gens soient en capacité de faire et pas en incapacité, parce que, à mon avis, il y a là un problème majeur. La loi ne peut pas être contre les hommes ou les femmes ou les individus. La loi doit être avec eux et pas contre eux. Et je trouve que la loi Leonetti autorise cela, et elle est bien faite. Donc,
ne dramatisons pas ce débat, il y a des possibilités, mais revenons à l'humanité, pas au moment final où le drame est produit, mais avant, parce que c'est comme ça qu'il faut penser ces choses-là. Merci beaucoup. Non, moi je suis sur la ligne, il ne faut... D'abord, je trouve, comme vous, je n'aime pas que ce sujet soit un sujet de débat public et encore moins de militantisme. Je suis très impressionnée par le fait que ça fait partie du prêt-à-penser, du politiquement correct. On est dans la même foulée pour la légalisation de la drogue et pour l'euthanasie et pour ceci, la PL. Je veux dire, il y a une espèce de package et... Je n'aime pas que ce soit un débat, je n'aime pas que les cas médiatisés ou sur les télés, on va voir des gens demandant pour ou contre débrancher, j'exagère un tout petit peu, mais on n'est pas très loin, si vous voulez, où des gens sont amenés à se prononcer. Je n'aime pas ça, je n'aime pas la généralisation, et je ne crois pas non plus totalement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à cette idée qu'on va dompter la mort, en quelque sorte la techniciser, qu'on va s'y préparer bien mieux, parce que comme ça dure plus longtemps la vie, on va mieux se préparer à la mort avec une décision. Moi, je ne croirais pas, si je demandais à mon père maintenant, 100% des gens pratiquement vous diraient si je suis en état végétatif, bien sûr. Donc, moi, personnellement, je pense qu'à un moment... je pense que les médecins disent quand la vie s'est arrêtée, ce qui est déjà compliqué de dire à quel moment on considère que la vie s'arrête. Mais par ailleurs, il y a une zone grise qui doit se décider individuellement, dans le secret, comme ça s'est fait depuis fort longtemps, dans la confidentialité d'une équipe médicale ou pas, ou comme l'a fait Christian, effectivement, parce que dans une discussion familiale. Mais cette idée, si vous voulez, de voir des gens... J'ai été très sensible à ce que vous avez dit. Vous avez dit on va arrêter ce débat sur l'euthanasie. Et vraiment, la mode, l'idée que ça devienne une mode commence à vraiment me taper sur les nerfs, en fait. Parce qu'un jour, des gens vont... Juste une dernière phrase, pardon. Parce qu'un jour, des gens vont quand même... Ça arrive aussi que des gens, finalement, si vous voulez, si ça rentre dans les mœurs, n'oubliez pas qu'on a besoin dans les services de libérer des lits et qu'on se dit, après tout, les mecs en ont pour 2 ou 3 jours. Allez... appuie un peu sur la pompe. Eh bien, il y a quand même une technicisation de tout ça qui doit rester, en tous les cas, dans le non-dit. Merci. Je vous propose de laisser le dernier mot à Florent sur Facebook qui nous dit « C'est à étudier au cas par cas ». Un sujet plus léger. François Hollande, l'ancien président de la République, vient de sortir un livre dans lequel il raconte son quinquennat à l'Élysée. Un livre très agréable à lire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous y plonger les uns et les autres, mais c'est assez... Le rédacteur a très bien travaillé. Ah, le rédacteur a très bien travaillé, dit Christian Macarian, chez qui je soupçonne une pointe d'ironie. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est vous l'auteur ? Non, pas du tout. Bon. Marrant, alors Christian n'en dira pas plus apparemment. Donc en tout cas, je ne sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas il est agréable à lire. Quand même, là. Ça m'étonnerait quand même qu'il n'écrive pas ses propres... Non, c'est François Hollande qui a travaillé le texte. Peut-être quelqu'un l'a un peu... Après voilà, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui travaille sur le texte. En tout cas, toujours est-il que le même François Hollande était hier soir au journal de 20h de France 2 pour parler de ce bouquin. Et il a eu cette déclaration quand même relativement surprenante. Emmanuel Macron, j'aurais pu le battre, mais je ne l'ai pas voulu. Et pour ceux qui douteraient du propos, eh bien vous allez l'écouter en direct. Et vous rappelez que Emmanuel Macron ne vous a pas battu, que ce n'était pas un rival. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection ? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Voilà, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Et ça fait rire Édouard Tétrault. Racontez-nous ce qui provoque cette hilarité. Juste, je reconnais là, je crois qu'on le connaît autour de cette table, et notamment aussi l'éditeur de Denis Tillinac, je reconnais là le caractère facétieux et un peu désorganisé de mon ancien éditeur Manuel Carcassonne, chez Stock. Parce que je pense qu'il est passé juste à côté d'un best-seller. C'était une question de date. Il ne fallait pas sortir Leçon du pouvoir de François Hollande le 11 avril, mais le 1er avril. Et là, vous faisiez un best-seller sur les... C'est une farce. Ce livre est une farce de bout en bout. Est-ce qu'on imagine un Jacques Chirac revenir sur ces 2 mandats pour dire, eh bien, écoutez, voilà ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu faire, voilà ce que mon successeur devrait faire, etc. Je pense que c'est le titre un peu cruel de Monsieur Petite Blague qui était affublé à l'ancien président de la République. Malheureusement, prend une certaine densité dans ce livre. Alors, j'observe aussi qu'il le fait. Alors ça, c'est un peu le hasard du calendrier, mais on est peut-être à quelques heures, Christian,
dira peut-être un mot d'un début de guerre, d'intervention militaire. Et voilà que ce président qui a fait un peu un sans faute dans l'erreur pendant 5 ans est en train de nous donner des leçons sur comment gérer Vladimir Poutine. Voilà, c'est un 1er avril. Ça aurait pu être un best-seller de 1er avril, mais Emmanuel Carcassonne a eu 10 jours de retard. Vous parliez des leçons données par François Hollande. Eh bien, en voici 2 données à son successeur. La première sur les baisses d'impôts pour les riches et la deuxième sur la Syrie. Il fait un pari qui n'est pas le bon. Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite avec la CSG et exonérer de tout effort et même de consentir un allègement d'impôts, non pas pour les riches, comme on dit, mais pour les très riches. Il y a des réformes nécessaires à faire et pour les réaliser, pour les faire accepter, il faut nécessairement un temps de concertation et même de négociation. Il y a eu une nouvelle utilisation des armes chimiques. Des lignes rouges avaient été fixées. Quand une ligne rouge est violée, dépassée, transgressée, la seule réaction possible est une frappe. Ça, c'est le commentaire de François Hollande, évidemment, sur les attaques chimiques dont est accusé Bachar el-Assad en Syrie. Et Christian Macarian lève les bras en signe d'approbation. C'est fâcheux parce que le 30 août 2013, François Hollande, qui était extrêmement favorable à une frappe en Syrie, puisqu'il était manifeste que le régime Assad avait utilisé des armes chimiques contre la population civile. François Hollande étant président de la République. François Hollande étant président de la République, François Hollande s'est trouvé taclé, trahi, trompé par Barack Obama, qui lui avait promis qu'ils y iraient. Et Hollande sait très très bien, mieux que quiconque, combien la France est tributaire dans les opérations militaires, ne serait-ce que pour des raisons de contrôle aérien, de couloirs aériens, etc., tributaire de l'appareil américain. Nous ne sommes pas autonomes en dépit de tout ce qui est raconté à droite et à gauche. Nous avons besoin de fonctionner avec les Américains. Donc, quand il dit des frappes, c'est pas sérieux. Quand il dit ça, il laisse entendre à la population française quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il suffit que le président décide pour frapper. Non, le président décide... Lui, il l'a pas fait. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il ne pouvait pas le faire alors qu'il désirait le faire. Je reconnais une qualité à la diplomatie de François Hollande et de Laurent Fabius à l'époque, c'est qu'ils ont dit et répété en face, y compris à Washington, lors des fameux toasts avec Obama, que la France, qu'il aurait fallu intervenir et que M. Obama s'y est opposé. Mais aujourd'hui, si la frappe a lieu dans les heures ou dans les jours qui viennent, ça a l'air de se préciser, eh bien c'est pour une seule raison, c'est que M. Trump l'aura voulu et que nous accepterons et les Anglais aussi, de collaborer avec les États-Unis pour organiser cette frappe. Et comme personne ne mettra des soldats au sol, ça m'étonnerait. Alors, je vous donne juste le point de vue des internautes du Figaro qui s'amusent, comme Édouard Tétrault. L'Artichaut qui nous dit « Ah, voilà, monsieur, petite blague », tandis que Patriote 94 nous dit « Hollande est largement aussi drôle que Canteloup ». Bientôt, grosse tête, nous dit One Shot, et il s'est reconverti dans l'humour. Branito. Dit Branito. Et vous, Elisabeth Lévy, est-ce que vous avez trouvé ça drôle ? Oui, enfin, il y a un côté, si vous voulez, c'est quand même amusant que quelqu'un qui a été président de la République n'arrive pas à garder par-devers lui sa vexation. Mais on l'avait déjà vu avec Giscard, qui avait récolté le surnom de l'ex, ce qui n'était évidemment pas très aimable. Cela dit, je ne vous suivrai pas complètement sur la farce. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu évidemment les mêmes passages. Et finalement, comme commentateur politique, c'est pas inintéressant ce qu'il dit. Et je pense qu'on ne peut pas encore tout à fait se prononcer. Mais dans les mois qui vont savoir, on va voir si Emmanuel Macron joue au président ou non, parce que entre nous, je trouve qu'il y a chez Macron, j'anticipe un tout petit peu, une grande capacité à faire mousser des actions somme toute limitées. Par exemple, moi, je me suis beaucoup enthousiasmé pour l'éducation, je ne vois pas la révolution annoncée. Donc, je pense qu'en fait, François Hollande fait pas si mal ce qu'il a toujours rêvé de faire, ce qu'il a fait pendant son propre quinquennat. Il s'était fait le journaliste de son propre quinquennat. Eh bien, moi, je dis, il devrait devenir journaliste, qu'il demande une carte de presse. Alors, sur Twitter, on n'est pas totalement d'accord avec vous, chère Elisabeth, parce qu'on a posé la question, François Hollande a-t-il encore la légitimité pour s'exprimer? Et il y a une majorité, 65%, qui dit plutôt non. Denis Tivinac, j'ai une question pour vous. François Hollande, vous le connaissez, il est corrézien comme vous. Il est pas corrézien, mais il est... Enfin, il est corrézien. Il a été élu corrézien. Il était corrézien d'adoption, puisqu'il a été élu, même président du conseil départemental. Et normand. Dans son livre, il nous dit
dit, c'est la conclusion, j'entends toujours faire de la politique. Je n'ai d'ailleurs jamais déclaré que j'y renonçais. Même si faire de la politique, non, ça c'est le même si, c'est moi qui ajoute, donc je vais être honnête, mais faire de la politique, ce n'est pas forcément solliciter le suffrage, diriger un parti ou préparer une échéance. Donc il ne ferme pas la porte, vous croyez qu'il aurait envie de revenir, vous pensez même qu'il y pense ? Bon, on ne deviendra pas président du Conseil général de la Corrèze ni maire de Tulle, je ne le pense pas. Et pas président de la République non plus, à mon avis. Président de la République, Macron a fait vieillir un peu toute la classe politique et lui, singulièrement, non, je pense qu'il veut exercer une espèce de magistrature d'influence et qu'il veut être à l'origine d'une régénération de la social-démocratie à l'image de tous ceux qui ont préludé au congrès d'Épinay en 71 lorsque la SFIO moribonde est redevenue le PS. Il voudrait être l'acteur ou l'aspirateur de ça. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu injuste quand même avec Hollande Est-ce qu'on n'est pas un peu... Parce moi, je voudrais dire une chose. Christian Macarian a ri quand j'ai dit... Je passe juste la parole à Edouard Tétrault. Moi, je préfère la rendre à... La rendre à Denis Tilliard. Alors, et comme c'est moi le chef, du coup, je ne la lui rends pas, et je la passe à Christian Macarian, et ensuite Denis dira ce qu'il voudra. Je serai bref pour rester dans l'esprit de bonne camaraderie. Moi, il y a une chose que je voudrais dire. On a reproché beaucoup à droite, à gauche, au centre, et bien sûr aux extrêmes, à François Hollande d'avoir continué à dégrader la fonction présidentielle. Et un des éléments qui lui a été reproché, c'est d'avoir dit beaucoup trop de choses dans un livre qui lui a été fatal. Je constate qu'avec un délai de viduité minimal, il récidive, et de mon point de vue, ce livre... et là aussi, Emmanuel Carcassonne est un très bon camarade et éventuellement mon éditeur. C'est donc le président de Stock et l'éditeur de ce livre. Absolument, il n'est pas en cause, mais je mets pas en cause. Super cool. Je dis juste que ce genre de livre, à si peu de temps après avoir quitté ses fonctions, continue à dégrader la fonction présidentielle. Il ne faut pas faire ça. Merci. Et pour être agréable à Edouard Tétrault, Denis Tilliard aura le dernier mot sur ce sujet. Je ne crois pas qu'il la dégrade, parce qu'il y a juste un an que Macron est élu, et les Français ne savent pas encore si Macron est ou sera un grand président. Ils pensent que c'est encore possible, ou si c'est surtout de la com et des effets d'annonce. Faut pas... Oui, ils font tous un peu ça, je suis un peu de votre avis, mais enfin, je trouve qu'on ricane quand même trop de Hollande. Il a été le premier secrétaire pendant 11 ans, il a battu royalement Sarkozy, il est devenu président de la République. Obama, il a fait ses mémoires. Oui, Chirac avait fait ses 2 tomes de mémoire. Ouais. Merci tous les quatre. Il n'est pas si con qu'on le dit quand même. On parlait de la séquence médiatique d'Emmanuel Macron. Le président de la République. Il était fait pour être rédacteur en chef. Voilà, passe demain au journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Dimanche soir, il répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin d'RMC et BFM TV et d'Edoui Plenel de Mediapart. Est-ce que tout ça, ça fait trop, Edouard Tétrault ? Merci pour l'invitation. Est-ce que ça fait trop ? C'était trop. Elle était spontanée. C'est drôle, j'ai l'impression de revivre les moments de la campagne aussi où ça va jamais en termes de communication. Quand le candidat Macron ne présente pas tout de suite son programme, on dit il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme. Et puis quand tout d'un coup il s'exprime, on dit mais non, il y en a trop, il y en a... Bon, moi je trouve que c'est un temps de communication qui est essentiel à trois raisons. D'abord, je ne sais plus si c'est Elisabeth ou Christian qui le soulignait, mais on a un sujet avec l'extrême gauche qui se réveille et qui est en train d'essayer de reprendre prise avec les universités, etc. Donc, aller chez les enfants de 1793 via Edoui Plenel et Mediapart, je pense que c'est important d'aller débusquer l'hypocrisie, la dangerosité de ce qui est en train de se fomenter. Donc, important d'aller... Non, c'est important. Et l'une de ces dernières grandes communications avant le premier tour de la présidentielle était chez Mediapart. Donc l'extrême gauche qui essaie de refaire surface en France est un sujet à traiter. La deuxième chose, on n'arrête pas de le taxer de parisianisme, de s'adresser aux élites, etc. Quand il va dans un lieu justement de la France périphérique avec Jean-Pierre Pernaut, on dit mais c'est horrible, c'est ridicule. Je crois que cette parole, elle était... Dans une petite commune rurale. Oui, dans une petite commune rurale. Je pense que cette parole, elle était attendue. Je pense qu'elle arrive à un moment important où peuvent se coaguler, j'y crois pas trop, mais il ne faut pas mépriser,
peuvent se coaguler ou chuter les tentatives de blocage du pays par les syndicats, l'extrême gauche, etc., c'est le moment. C'est le moment. Ce qu'on appelle la convergence des luttes en bon français de gauche. Hein. Et la lutte pour la lutte. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, j'en ai un peu marre. Ça fait une semaine que j'entends disséquer le plan com, si vous voulez. Et à force, ce qui m'énerve dans un plan com, c'est qu'il existe. Si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher. Après, vous voulez, tout ça fait segmentation du marché. Tout ça fait segmentation du marché électoral. Donc, j'attends que le président me convainque que c'est pas un plan com, si vous voulez. Mais c'est assez contre-productif, tout ce truc autour de la com. J'en peux plus, en plus. Bon, mais non. Je veux dire une chose sur Plenel, en revanche. Je suis scandalisée. Et pour des raisons, je suis désolée, vous pouvez parfaitement débusquer l'extrême gauche sans adouber quelqu'un qui pratique un journalisme policier, si vous voulez, qui donne des leçons à toute la profession. Et d'ailleurs, je crois être la seule à avoir écrit un papier pour dire ce que tout le monde dit en privé dans toutes les rédactions, parce qu'il fout la trouille aux gens. Si vous voulez, et que par ailleurs, il y a quand même un truc, symboliquement, le président ne s'est jamais rendu à la rédaction de Charlie Hebdo, qui vit, si vous voulez, dans un bunker, sous protection, dans un endroit où ils peuvent même pas inviter leurs amis, si vous voulez, et il y a plus de policiers que de journalistes à leur fête, et il invite, il adoube, il rend en interlocuteur le type qui a dit que Charlie menait une guerre contre les musulmans, ce qui veut dire, si vous voulez, ce qui est attirer les menaces sur eux, c'est un scandale. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est peut-être qu'il a quelque chose à dire à cet homme-là, justement. Oui. Écoutez, je trouve que c'est le légitimer, et je trouve que c'est une mauvaise action, et je pense qu'il y a des calculs plus tordus derrière. On a parlé à Christian Macarian, dont l'excellent magazine L'Express a fait un dossier intéressant sur Plenel, avec notamment une interview. Le seul journal. Le seul journal qui a mis Plenel à la couverture en disant que. On avait fait une Plenel président. C'était mais sur ce plan com, bonne idée, pas bonne idée? Moi, je pense qu'on jugera après. Le calcul de Macron, je pense que vous le condamnez trop. Si jamais il arrivait à circonvenir complètement le personnage, à le déstabiliser, à le faire pivoter, à le faire s'écrouler, c'est, je pense, ce qu'il a sûrement en tête, eh bien, Plenel sortirait diminué de l'opération. L'enfant contre un trotskiste chevronné, j'y crois pas. Non, mais arrêtons de faire des trotskistes des personnages héroïques et mythiques. Ils sont rien du tout, ils sont des agitateurs, on le voit bien, et puis quand ils produisent... Pourquoi a-t-il autant de pouvoir, alors ? Mais il n'a pas beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir qui est celui qu'il a acquis au sein de la gauche. Il a... par beaucoup de contacts qu'il a, lui et l'équipe qu'il a montée autour de lui, il a déstabilisé le pays à l'intérieur du Parti socialiste. Mais, par exemple, cette histoire de Sarkozy et de Libye, de mon point de vue, il n'y a aucune preuve suffisante qui a été apportée. Enfin, il ne paye jamais ses bourgs depuis... J'ai pas envie de faire propagande. Je réponds juste à la question. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison de traiter, je suis totalement d'accord avec Édouard Tétrault, pardon. Traiter avec Tréteau, c'est le chroniqueur aux idées bancales, voilà. Donc il a raison de le prendre de front. Et je lui donnerai encore plus raison s'il le fait, s'il le tourne en dérision, s'il le ridiculise, s'il montre les failles du personnage. Question à Denis Tillinac, et pour alimenter encore le dossier Plenel, on peut ajouter que Marine Le Pen a relevé que lors de l'attentat de 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich, où des terroristes palestiniens avaient tué 11 athlètes israéliens, Edouard Plenel avait appelé à défendre inconditionnellement cette cause. Sous le nom de Krasny, me semble-t-il. Oui, c'est dans ces années 70 qu'on a vu la jonction d'un soi-disant antisioniste qui est devenu de l'antisémitisme. Et ça ne fait que s'aggraver, qui maintenant rencontre l'antisémitisme ordinaire musulman des banlieues. Mais aller parler à Plenel, ça vous choque? Vous trouvez que c'est une bonne idée quand on est président de la République? Je suis entre les deux points de vue. Je suis assez d'accord avec Elisabeth Lévy que ça risque d'être une forme d'adoubement. Et quand même, c'est un journaliste de délation. Bon, on a connu ça entre 40 et 44. On n'a pas envie de reconnaître ça. On est cette société assez fragile sans qu'on la déstabilise à coups de comme ça. Scandale. D'un autre côté, si jamais il se trouve que le président de la République... Mais c'est pas une interview de Plenel, c'est une interview de Macron. Non, si jamais le président de la République arrive à le déstabiliser, comme Macarian le laisse entendre, à ce moment-là, j'irai, moi, remettre à Macron toutes les légions d'honneur que je n'ai pas.
Donc on en reparle lundi prochain après cette interview. Sur Twitter, on vous a posé la question, est-ce que c'est un bon plan de communication? Vous êtes assez partagé là-dessus. 54% d'entre vous, ceux qui ont voulu voter en tout cas, répondent non. Et puis quelques commentaires. Lisa qui nous dit trop de Macron nuit au Macron. L'overdose est tout sauf productive. Ces explications ne seront pas entendues. Niconux sur le Figaro.fr considère au contraire que Macron est obligé de descendre dans l'arène puisque son gouvernement et ses députés ne le font pas assez pour lui. Et One Shot dans le Figaro.fr qui nous dit pourquoi précisément Plenel, c'est quand même étrange connaissant ses accointances idéologiques. Eh bien c'est sur cette question que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup. Et demain, on décrypte à 14h en direct sur Figaro Live, après l'interview, la première interview, celle que le président de la République donnera à notre confrère Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Bonsoir à tous et à demain, même heure, même endroit pour un autre point de vue.